Bonjour à tous et bienvenue sur Watchalist. Aujourd'hui, on se retrouve avec Florent et avec Meryl et Florent. Oh là là. Et moi, c'est Vincent. Mec, c'est plus. Bonjour à tous. Salut. Je suis trop perturbé de vous voir en vrai et pas sur Zoom, les gars. Mais c'est vrai que c'est sur Zoom, il y a le petit nom. Non, mais Il y a le depuis petit Florent, nom. Meryl. Florent, Meryl, les gens savent, voilà, terminé. Là, je suis perdu. Là. On va se mettre un chevalet, t'inquiète. Aujourd'hui, Orange Mécanique. Comme d'habitude, on va dérouler tout un tas de sujets. On attaque tout de suite? Allez. Allez, aujourd'hui, c'est une spéciale chrono. C'est parti. Avant de démarrer, on refait un petit tour sur les montres qu'on porte au poignet. C'est les mêmes que dans le dernier épisode, mais ça vaut toujours le coup. Si jamais vous n'avez pas vu le dernier épisode, il est juste là. Vous cliquez là. Moi, je porte toujours ma Longines sectoriale sur bracelet grainerie. Rolex. Oh, la Rolex. C'est la Rolex chinoise, ça, la Rolex. Explorer 36 mm. Et Meryl. Et une Chronozouri Timepiece, une montre Heure Vagabond. Sur un bracelet que j'ai changé, qui est un bracelet tropique, Tropique, ouais, sympa. de chez Joseph Bonny. C'est pas le bracelet d'origine. Non, Du coup, il est comment le bracelet d'origine? le bracelet d'origine, il est en cuir racer, tu sais, avec les petits trous. C'est bien ça. Et en fait, facile. l'été, j'ai mis tous mes bracelets cuir de côté. Ouais, Et j'ai mis que des tropiques et c'est assez sympa l'été. J'adore Des les tropiques. bracelets tropiques. Joseph Bonny, très bien. Pour avoir des petits bracelets. Ok, C'est du vin, ça. très bien. Très Voilà. bien, très bien. Allez, c'est parti avec la fosse au lion. Aujourd'hui, dans la fosse au lion, on a la Grand Seiko Tantagraph. Donc, c'est le chrono qui est sorti, que Grand Seiko a sorti cette année au Watch and Wonders. Petit chrono avec finition un peu Mont Iwate, en titane grade 5, avec ce mouvement, le 9SC5, donc un nouveau mouvement chrono, il me semble, étanche à 100 mètres pour 14 000 €. On reviendra un peu plus tard dans la présentation sur le mouvement, parce qu'il y a des petits trucs aussi qui ont été vus sur ce mouvement. Mais voilà, qu'est-ce que vous pensez de ce chrono? Premier un peu chrono haut de gamme de Grand Seiko, qui a un peu une tête normale. Ils avaient déjà sorti des chronos, mais qui étaient un peu les cadrans sur le côté et tout, c'était un peu bizarre. Là, c'est vraiment un chrono, je pense qu'il veut concurrencer la Daytona, celle de Zenith aussi, j'ai perdu le nom. Chronomaster Sport. Exactement. Je pense qu'on est un peu là-dedans aussi, même si niveau prix, on est peut-être même au-dessus de la Daytona. Non, on est au niveau de la Daytona. C'est entre la Daytona et la Chronomaster Sport. Ouais. Entre les deux. Ok. Donc voilà, en titane, comme quand Seiko sait le faire. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'aime beaucoup cette montre, pour une fois. Je vous ai La mis- boîte, Je vous ai mis une petite macro là. ouais, c'est magnifique. Le cadran est comme c'est les fer Grand Seiko, hein, très texturé, très bonne facture. Les aiguilles, pareil. Le boîtier, pareil. La seule chose que j'aime pas sur cette Grand Seiko, c'est le bracelet. Où j'ai vraiment du mal avec le bracelet des Grand Seiko. Bah, c'est comme sur ta Snowflex, là, avec la petite partie là, qui est polie. Je n'aime pas du tout le design du bracelet. Mais bon, après ça c'est très personnel. Mais tu vois, même là, les poussoirs du chronographe, j'aime bien cette forme là, qui est pas trop vue. Hein, non, c'est une très 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 belle réussite. Après 14 300 €, ça fait partie des montres chères chez Grand Seiko. C'est quasiment 2 fois le prix d'une 3 aiguilles. Qu'est-ce que c'est justifié ce prix-là? Je ne sais pas, je vais laisser Florent. Moi j'aime bien, mais j'ai toujours un problème. Alors le design top, j'aime bien. On a une lunette céramique qui est pas énorme. Ils l'ont affiné un peu par rapport au modèle précédent, au pluriel. Les dimensions restent encore un peu trop grandes selon moi, que ça soit en épaisseur ou en diamètre. Donc Grand Seiko doit encore travailler là-dessus, mais en termes de face, il y a une belle amélioration par rapport aux générations précédentes. Et comme tu l'as dit, Vincent, Mont Iwate, il me semble que c'est la première fois qu'on a une finition cadran Mont Iwate sur un chrono. Moi, j'ai jamais vu, je crois. Donc ça, c'est top, ça marche bien. Donc oui, très belle finition après, comme d'habitude sur les angles d'index, la finition des aiguilles, du boîtier. Là-dessus, on est sur les habituels standards de Grand Seiko, mais trop gros comme montre encore pour moi. Ouais. Voilà. Le prix, t'en penses quoi? Si t'as vu sur le prix? Le prix, je trouve, est pas mal parce qu'on a quand même une montre qui a des specs qui sont bien. On a du full titane.
qui est censé quand même être un peu plus cher que l'acier. Donc oui, le prix, c'est sûr que c'est pas une paille. Elle est peut-être moins bien pricée que la Chronomaster Sport. Elle fait 4 000 € de plus. Donc c'est quand même pas donné le prix moyen, on va dire. Moyen. C'est moins une aubaine que habituellement chez Grand Seiko, notamment sur les 3 aiguilles. Quelqu'un qui cherche un chrono haut de gamme, tu lui conseillerais plus la Zenith que la Grand Seiko. Ouais, bonne question. Ah ouais. Après, tu vas peut-être nous parler du mouvement, mais étant la Zenith, t'as quand même les dixièmes de seconde. Hein. Tu sais, t'as l'aiguille centrale qui tourne en 10 secondes et qui peut le mouvement est priméro. Il y a le mouvement qui a une grosse histoire. Donc, à part si tu nous sors une dinguerie sur le mouvement, je sais pas. Non, mais on peut voir déjà que le mouvement est très bien fini. C'est juste sur l'architecture, il y a des trucs à revoir, mais le mouvement est de face, il est top. On le voit, il est beau. Donc, non, moi je pense que je me permets de finir, mais moi j'aime bien cette montre, je la recommande, peut-être même plus que la Zenith. Je trouve que le cadran est mieux fait et plus réussi. Le bémol pour moi, c'est la lunette noire avec un cadran bleu. Je trouve que ça va pas trop. J'aurais préféré une lunette en titane, en métal, quoi, plutôt qu'une lunette noire. Le noir et bleu, je suis jamais vraiment fan de l'association des deux. Mais ouais, non, moi je recommande, j'adore cette sortie, très très cool. Les dimensions, ça te va? Ouais. L'épaisseur, c'est, je pense aussi peut-être dû à l'étanchéité à 100 mètres, je sais pas, mais oui, ça reste une grosse. 15 mm, ça fait mal. Hein. Je la recommande, mais même moi, si j'avais le budget pour un chrono, je la prendrais pas par contre parce que c'est un peu gros pour moi. Ouais. Ok. Mais je la recommande. Bon, moi je valide. Eh ben, c'est Allez, validé. Allez, on passe à l'aubaine. L'aubaine, messieurs, c'est ce chrono de Nevada Grenchen. Nouveau chrono un peu inspi vintage qu'ils ont sorti avec un mouvement Cellita, étanche à 100 mètres en 38 mm, donc des dimensions contenues cette fois. 13 mm d'épaisseur, donc comme quoi, voilà, on est un peu étanche à 100 mètres comme la Grande Seiko, mais là on est beaucoup plus compact. 38 et 13 mm d'épaisseur, en 5 coloris différents, avec cette aiguille jaune un peu à esprit racing, cette aiguille orange. Bon. Qu'est-ce que vous en pensez? Et surtout, quel est le prix de cette montre? Quel est le prix de cette montre? Allez, le prix. Parce que je veux pas te couper, mais c'est pas ce qu'on en pense. Hein. L'aubaine, je te rappelle, c'est le prix. Voilà. Merci, tu fais bien. Je te rappelle les règles. Tu fais bien. Mouvement Cellita, mouvement suisse, of course. Nevada Gretchen, ça fait partie de tout ce pâté de marque qui a été racheté par... Qui a été relancé par le même entrepreneur dont tu as parlé la dernière fois, Guillaume Ledé. Ouais, c'est ça. Comme Vulcain, comme Exceller Park. Et ça fait partie, enfin Vulcain c'est vraiment le haut de gamme de ce qu'il a repris, Nevada c'est un peu juste en dessous quoi. C'est un peu tout pareil je pense. Ouais, je pense qu'elle est autour de 2007 ou 2002. 1950. Non, c'est plus que 2000. Moi je dis 1004. Et Vincent, ça marche pas, tu peux pas jouer au jeu, c'est toi qui prépares les slides. Je me rappelle plus, de mémoire c'est ça. 1500 en pré-order, 1009 avant TVA. Avant TVA. 2004, ça fait. Merci. La TVA à 20% sur les je le prends toujours en pré-order. Ah, mais tu les prends hors TVA, toi, Oui. En frais de société. je mets en note de frais. J'écris la TVA dessus. Donc 1005 en pré-order, ouais. Avant TVA. 1005 en pré-order, donc 2000 en pré-order. Et 2005 Tu montes à 2000 avec la TVA avant? C'est 20%. Ouais. Eh oui. T'es plus restaurateur, hein. C'est fini, c'est 100%. Ok. Très bien, donc entre 2000 et 2005. Ouais. Mais ouais, sympa, ouais. Bon, c'est une aubaine. Bah ouais, enfin, des chronos étanches à 100 mètres, t'en as pas des masses. C'est sûr. Cellita, c'est pas mal. Avec un mouvement suisse, un design léché. Ouais. Moi, je trouve que ça les vaut. Ouais. Le Panda est pas mal. Ouais, toi tu parles sur le Panda. Elles ont toutes un petit truc. Le Panda, il y avait... La rouge, j'aime pas la rouge, mais tu vois, celle-ci, là, elle est pas mal. Ouais, la rouge est un peu terne. La marron, rouge marron, ouais. Non, mais tu vois, regarde, celui-là, on dirait qu'il y a le cadran, il est texturé, un peu comme sur les Patek, là, un petit peu... Peut-être, je m'avancerai pas parce que la photo est petite, mais... Et la Panda, elle a du chien sur cette forme de boîtier. J'aime bien la Panda, j'aime bien la toute blanche aussi, moi. Je partirais plus sur la toute blanche. C'est chouette. Ouais. Ok. Top, très bonne sortie de Nevada Grenchen. C'est Watchlist Approved. La pépite de Chrono 24. J'adore. Ah, je savais que là, je savais que ça allait te plaire. La Breitling Chronomat,
avec cette aiguille orange aussi qu'on retrouve sur cette Chronomat. Combien vous pensez qu'elle vaut? Chronomat qui était les premières avec cette lunette tournante pour faire. C'est quoi l'année? Ça, c'est. 60 50, 60 La Chronomat, oui. 50? Non, c'est 1959, ouais. La sortie de la Navitimer. On regardera sur l'annonce qu'on Mais ça, c'est une. Celle-ci, elle est plus vieille, hein, parce que t'as la lunette qui est pas perlée. On regardera. Moi, je dirais qu'elle est autour de 65. C'est une Chronomat, c'est pas une Navitimer. Non, c'est une Chronomat. Ouais, Chronomat qui était pour chrono mathématique. Ouais, pour faire les calculs. Pour faire les calculs que bien sûr tout le monde sait faire sur les Écoute, c'est pas si compliqué. Navitimer. C'est pas si compliqué. Fais 82 x 64. Et je la sors, je le fais. C'est possible, je sais. Du coup, estimation, t'as dit combien? Là, la cote sur ces modèles-là, elle est autour de 4000. J'aurais dit entre 3 et 4. 4000, si tu l'as à 4000, non mais elle est en super bon état. Hein. À 4005, c'est une super affaire. Moi j'aurais dit moins, 3000, j'aurais dit entre 3 et 4, donc disons 3000, 3005. Ouais. Vous êtes en dessous, tous les deux. Ah ouais? Ouais, vous êtes en dessut. Elle est à quoi, 5000? J'avais noté à l'époque 6009. Et maintenant, elle a même augmenté un peu, elle est à 7100. Ouais, mais là on est vraiment sur du vintage avec un modèle spécifique qui cote. Donc c'est pas 73, elle date. Okay. Et c'est les versions avec un Valjoux, c'est pas, il y a eu des versions avec des Vénus dedans aussi. Ouais. Il me semble. Moi je préfère avoir une Breitling, notamment dans la mouvance Navitimer, moins cotée, moins voulue. Plus basique, mais entre 3 et 4. On en trouve à 3005. Ouais, mais c'est pas des Valjoux dedans. 3005, 4000, ouais, t'en as, ouais. Mais c'est pas des Valjoux dedans. Non, c'est pas les Valjoux. Et puis c'est toutes celles des années 2000 qui sont beaucoup plus grosses et qui ont le logo avec le B, le gros B. Oui, le B en boucle. Ouais, ok. Non, mais ouais, Roche, il faut vraiment être un collectionneur de Breitling et de ces types de modèles pour mettre 7000 balles là-dessus. Tu vois, moi je m'étais posé la question, est-ce que j'achète une vintage cotée comme ça ou une neuve? J'allais te poser la question. Et alors j'achetais la neuve. Ouais, je pense que t'as raison. Parce que je me suis dit, en fait, au même prix, enfin quasiment au même prix, ça me faisait un peu suer t'as toujours le risque de est-ce qu'elle a bien été révisée, compagnie. Et puis surtout que t'as beaucoup de ces très très vieilles montres, quand on parle de montres des années 60 à 70, c'est des montres qui ont entre 50 et 60 ans. T'as quand même beaucoup de chances que dedans ce soit pas non plus toutes les pièces d'origine, donc même le côté t'as une ancienne montre qui a une cote et tout, pour vérifier que ce soit toutes les pièces qui étaient à l'origine, c'est quasi impossible. Ou alors il faut passer chez un ultra spécialiste et du coup tu les as, c'est encore plus cher. C'est sûr. Ouais, je suis d'accord. Voilà la réflexion. Ouais. Je pense que les deux approches se valent. L'avantage du neuf, c'est que t'as pas à t'embêter des problèmes d'origine, de maintenance, de tout ça. Le vintage, ça a son charme aussi. Chacun voit ce qu'il préfère. Ça, c'est une vraie montre de collectionneur. Où c'est quand tu vois, on parlait la dernière fois de Tim Mosso qui avait une collection Gégère. Tu vois, si un jour tu dis, moi, je suis un fan de Navitimer, je veux une collection de Navitimer. Tu dois aller dans du là-dedans, c'est sûr. Tu es obligé. C'est pas une Navitimer, c'est une Chronomat. Oui, mais voilà. Très bien, donc pas tant de pépites que ça. Pépito, on est sur middle quoi. Non, la dernière fois c'était Pépito, là c'est Pépite. Alors, faut que tu te reprennes sur les pépites parce que là ça va pas trop Vincent. Donc. Très bien. J'attends vos suggestions pour attends, j'en ai. Prochaine. J'en ai. Très bien. Allez, on passe à la suite. Le petit jeu, vous allez me trouver le fabricant de ce mouvement, de la marque qui vend cette montre où il y a ce mouvement magnifique à l'intérieur présenté par Horology Corner. On dirait que c'est du Minerva, ça. Mont Blanc. J'ai rien eu à dire. Bravo Meryl, c'est Mont Blanc. Mont Blanc qui a du coup incorporé la manufacture Minerva. T'as été rapide, Meryl. C'est l'eau de gamme. Je l'aurais pas trouvé de toute façon. Bien joué. C'est l'eau de gamme de Mont Blanc. C'est le monopusher celui-là ou pas? Ouais. Possible. Je suis pas sûr. Possible. À quoi t'as reconnu? Parce que Minerva, toutes celles que je regardais, donc notamment, je pense que c'est le monopusher sur la Heritage 1958.
Ça a l'air d'être une rattrapante. Hein. Mais c'est une une rattrapante parce que on voit la pieuvre. En fait, le frein, système qu'il a, c'est sur t'as dans la même collection. T'as les deux roues à colonne, donc je pense que c'est vrai. Alors, donc la rattrapante, et en fait, c'est exactement ça, c'est hyper aérien et tout, ça fait un peu penser à Lange, ce qu'ils font aussi, avec moins de pièces, finition, mais moins de finition. Mais puis ils sont très très chouettes ces mouvements. Généralement, la signature de Minerva, c'est l'espèce de flèche qui est un peu cachée sur celle-là, j'ai un peu fait exprès. Il y a la flèche là au milieu qui arrive au-dessus du rubis. La pièce qui se finit, le pont qui se finit en flèche, un peu en queue de diable, un peu là, c'est la signature Minerva. Ouais. On rappelle quand même que Montblanc, c'est une vraie marque horlogère. Bien sûr. Pour ceux qui en doutent. Qui pensent qu'on fait. Surtout là, on a le col de cygne, le château en or sur le rubis central, une architecture de mouvement qui est magnifique. Enfin, on peut pas en douter quoi. Par contre, ça a l'air épais. Hein. Ça a l'air épais. Donc je gagnais brillamment. Brillamment et brièvement. Exactement, brillamment et brièvement par Meryl. Bravo Meryl. C'était un snap call de Meryl. On passe à Instagram. Et là, je vais vous parler d'un compte que j'aime bien suivre qui s'appelle Vélociphile. Et c'est... alors, je sais pas le background du gars derrière, mais en tout cas, il s'y connaît énormément en horlogerie. Et il arrive à un peu défaire tout le marketing que font les montres et arriver à trouver les petits secrets, surtout lorsqu'il y a des choses qui leak, etc. On va dire là, ça c'est de la mauvaise qualité parce que si, parce que ça c'est fait à la va-vite parce que si, parce que ça. D'accord. On le voit comme ça. Il avait fait un post sur la nouvelle ingénieure en disant que avec une macro sur les aiguilles comme elles étaient empilées, il dit les vintage, les aiguilles sont beaucoup mieux empilées que les nouvelles. Parce que les nouvelles, elles sont faites à la machine n'importe comment. Voilà. Et donc là, on a deux posts que je trouvais intéressants. Le post de gauche, qui est sur la Grande Seiko Tantagraph, où en fait, il montre que l'architecture du mouvement est étrangement similaire au mouvement NE88 de Seiko. Donc, qui est un mouvement qu'ils fournissent, qu'ils ont dans leur montre, les chronos Seiko, et qui fournissent aussi à d'autres marques, je pense. Donc, on a une architecture similaire, donc je pense qu'il y a eu beaucoup de partage de connaissances là-dessus. Donc, est-ce que ça diminue la valeur de la montre ou pas? Je ne sais pas, on pourra peut-être commenter ensuite. Et sur la droite, on a une petite aussi... Kurono Tokyo. Exactement, Kurono Tokyo qui utilise le mouvement Seiko, le NE86. Et là, on a le plan qui a été fourni par Kurono Tokyo et le gars montre clairement que toutes les tolérances ont été réduites au minimum pour que la montre soit le plus fine possible, quitte à aller plus loin que ce que Seiko préconise. Donc on a vraiment très peu d'espace entre le mouvement et le fond de boîte, moins d'1 millimètre. On a le cristal qui est très fin aussi. Donc il mesure tout ça et il dit voilà, ça peut être problématique niveau qualité parce que là on a vraiment peu d'espace et t'as le rotor en fait qui tourne très proche du fond de boîte et ça peut devenir problématique et frotter au fur et à mesure. Ouais, si jamais t'as des poussières. Et comment avec l'usure ça peut aussi comment il a ces infos, il a accès au Elle a été publiée par Kurono Tokyo, tu vois. C'est Kurono Tokyo qui a publié le plan. Et donc lui après il a regardé, il a mesuré, il a dit là, ok je comprends mieux et c'est important de noter que ça peut causer des problèmes plus tard, etc. Donc voilà, je trouve ce compte extrêmement intéressant et très critique sur qu'est-ce qui se fait de bien, qu'est-ce qui se fait pas bien. Il a fait un post très élogieux sur la dernière Alpine Eagle de Chopard aussi. Donc et en comparant la précision, la haute fréquence, etc. Enfin bref, donc très technique, très intéressant. C'est un aspect très très technique plutôt que artistique, ce qui fait partie du monde de l'horlogerie. Donc je connaissais pas ce compte-là. Ouais. Je vais m'abonner immédiatement. Merci Vincent. Merci Vincent. Je dirais même c'est intéressant ce genre de compte parce qu'il y a quand même beaucoup de marketing autour de l'horlogerie. Enfin, il y a le storytelling. Exactement. Qu'il y a autour, et c'est vrai que des fois, de faire la part des choses parce que c'est quand même, enfin, quand on voit les articles, les revues de presse, c'est extrêmement bien écrit. Très élogieux, c'est sûrement subventionné aussi. Nous, on n'a rien chez Watchlist. Ah non, c'est sûr. Et du coup, c'est vrai que de remettre un peu l'église au milieu du village, c'est pas mal aussi d'avoir des gens qui sont quand même très critiques et là sur vraiment la base qui est la technique quoi. Voilà, je vous conseille cette page. L'arène messieurs, alors j'annonce ce sera une double arène. On commence avec celle-ci et après il y aura un petit twist, un deuxième battle juste derrière.
Il nous chamboule tout. Ah, bien sûr, bien sûr. Tu prends des libertés, Là, on a 3 chronos orientés racing, clairement. 3 chronos noirs avec cette aiguille, des aiguilles oranges, vraiment orientées automobile et racing. La Tudor Heritage Chrono, la Tiger Autavia pour Hodinkee, qui n'est pas une édition limitée. Je pensais qu'elle était limitée, mais non. On peut aller sur le site d'Hodinkee et l'acheter. C'est le seul endroit où on peut l'acheter. Et la Omega Speedmaster Racing, pour des prix respectivement de 4 000 € à 6 500 $. Donc, on va dire 7 000 € après les frais de douane, je pense. Et 8 200 € pour l'Omega. Laquelle vous préférez, celle sur laquelle on vous a partez. déjà parlé de l'Omega. Pas celle-ci. Bon, la Speed. Ouais. Les speeds dans cet esprit racing, elles sont super bien réussies et je choisis la speed par rapport aux deux autres là, notamment en raison de la finesse des index. Ok. Je trouve que ça rend beaucoup mieux. Elle fait combien? Elle est un peu grosse quand même, 44. Un peu une pizza. Mais je choisis celle-là quand même. Le design est vraiment top. Les autres, la Tudor, c'est éliminatoire. Les index de la Tudor, mais c'est horrible. En plus, double lunettes intérieure, extérieure, ça va pas. Je préfère quand c'est plus en mode tachymétrie à l'intérieur, enfin comme sur la Speed, enfin tachymétrie sur la lunette et peinture sur l'intérieur. Mais quand c'est double lunette comme sur la Tudor, j'aime pas. Donc ouais, c'est pas une lunette à l'intérieur. Hein, oui, ça fait un esprit de lunette interne. Il y a une lunette tournante quand même sur la Tudor. Mais ça fait vraiment un esprit de lunette interne et donc de double lunette. Okay. Bon, bref. Est-ce que je rejoins Florent sur l'intérêt du chronomètre racing qui est beaucoup, enfin je veux dire, si tu l'utilises pour timer des tours, c'est beaucoup plus facile sur la Omega qu'à la division entre chaque seconde pour avoir les quarts de seconde qui sont beaucoup plus lisibles là-dessus que sur la Tudor. Par contre, le rapport qualité-prix, il est imbattable de la Tudor. Enfin, t'as 4 000 €, un chrono d'une marque très prestigieuse qui est Tudor avec une qualité. Enfin, moi, les Tudor, j'en ai beaucoup vu. Enfin, les qualités, elles sont folles, je trouve, pour ces montres. Et 150 mètres étanche, 150 mètres. Enfin, je veux dire, c'est la qualité qu'on a pour ce prix fait que certes, le design est moins sympa, elle est moins lisible, etc. Mais on peut pas passer au travers. Franchement, je suis d'accord, elle a des meilleurs specs, mais le design, c'est le aussi important. Le boîtier qui est un peu plus petit aussi. T'as quand même une lunette, elle est tournante, cette lunette. Tu peux du coup t'en servir comme un GMT. Voilà, donc non, moi je dirais la Tudor. Ok. Et ben moi je dis la Tiger. Donc comme ça on en a chacun une. La Tiger, moi je la trouve. C'est ça pour mettre une arène avec 3 montres aussi. Vraiment, on fait 2. Ouais. Donc moi je dis la Tiger. Je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix. Je trouve que on a la meilleure réserve de marche des 3 et le design c'est mon design préféré des 3. Surtout. Spoiler, elle a un bracelet Grainerie, voilà, c'est aussi, elle marque des points, quoi. Le bracelet Grainerie qui n'a rien à voir avec du racing, mais... bien sûr que si, bien sûr mais que là, si, il est intégré, là, donc il n'y a pas de trou, tu vois. Tout à fait. C'est moche. Grainerie intégré, c'est pas mal. Ah non, mais c'est trop moche, t'as la pièce qui vient combler le trou, qui est gravée pour faire comme s'il y avait des graineries, c'est super moche. Écoute, mais... C'est pas gravé, c'est pressé, déjà. Je vois ce que tu veux dire, mais moi j'adore. Ça me donne envie de conduire une montre, une voiture vintage aussi. C'est dans ma Mustang des années 50 que je n'ai pas. J'aurais au poignet cette Tiger. La lisibilité est la meilleure sur la Omega, parce que là sur la Heuer, sur la Autavia, quand tes aiguilles sont sur tes cadrans blancs, tu vois plus rien. Parce que elles sont blanches. C'est sûr. Mais le Panda, le Reverse Panda, c'est ce que je préfère sur les 3. Moi j'adore. Désolé. Allez, super arène, on n'a pas décidé. Bravo. Très bien. Alors peut-être que à vous de trancher. Cette deuxième arène va nous départager parce que j'ai trouvé les mêmes modèles en vintage. C'est-à-dire la Tudor Monte Carlo, la Autavia Orange Boy et la Omega Speedmaster Racing. Aussi qui d'accord. Il y en a d'autres il y en a certaines qui sont mieux et d'autres moins bien. C'est intéressant. Allez-y, en vintage, sur quoi vous partez? On a une idée des prix ou pas? Oui, mais ça va biaiser. Ok. On va rester sur le design. Bah ouais, non, je partirais sur la Omega. Alors si on parle de design, la Omega.
Je pense que je préfère la Omega, encore une fois, en vintage ici. Ouais. C'est très sympa, Vincent, qu'on puisse avoir ce comparatif entre les anciennes et les nouvelles. Bah ouais, je pense que on voit que la Tudor a pas trop changé en comparaison aux autres. Après, moi je prends l'Omega aussi. C'est vraiment un modèle aujourd'hui qui vaut des dizaines de milliers d'euros. Mais c'est le meilleur. Moi j'adore. C'est la base de la Speedmaster. Elle est plus petite que la récente. Elle est plus contenue, quoi. On reste sur du 40 mm, je pense. Donc ouais, moi j'adore. J'aime beaucoup les Heuer Otavia en 2. Vraiment pas très loin, parce qu'en plus c'est des bons rapports qualité-prix en vintage. Elle vaut pas si cher comparé à la Speed. Parce qu'il y en a eu beaucoup de produites. Ils ont même fait une version rouge au lieu du orange qui était distribuée. C'est une version Lucky Strike ou un truc comme ça qui était distribuée quand t'achetais des cartouches de cigarettes. Enfin, il y a un deal avec des cigarettes. C'est les Viceroy, elles s'appellent. Et c'est un deal avec des marques de cigarettes. Tu avais des points, etc. jusqu'à avoir une montre. Ouais. Il y avait un truc comme ça. Sympa. Et elles valent moins de 10 000 euros. Donc c'est un modèle un peu historique. Les premiers chronos automatiques. Donc je les trouve pas mal, mais je reste sur la Speed. Donc Speed grande gagnante de ce Battle Vintage. Oui. En comparaison au moderne, dites-nous dans les commentaires ce que vous préférez en moderne, parce que clairement, on n'arrive pas à choisir. Allez, on passe à la question du jour. La question du jour, les montres de Paul Jot 24, bon plan ou non? Alors, je pense qu'aucun de nous n'a commandé sur Paul Jot 24, donc on a un avis qui est assez... avec pas mal de recul, parce qu'on n'a pas d'expérience sur le service après-vente, etc. Mais en fait, en y réfléchissant, je crois que j'ai acheté ma Seagull sur Paul Jot 24. Ah bon? Ok. Bon, ouais. Écoute. Donc, peut-être une bonne expérience de Florent. Moi, en tout cas, je trouve que les modèles sont intéressants, que ce soit les Seagull, les Strela, les montres de cosmonautes soviétiques. Je l'ai acheté sur Paul Jot 24 en 2019. Donc, il y a 4 ans. Et ça s'est très bien passé. Donc, bonne expérience de mon retour et de mon côté. Et tout ce que j'ai entendu sur Paul Jot 24, c'est que du positif. Moi, après, c'est bien établi. Le seul bémol, c'est vraiment sur les montres en elles-mêmes. La qualité des montres est pas dingue, mais c'est les gammes de prix. C'est ce type de montre qui veut ça. J'avais un collègue qui avait acheté une montre de pilote, je sais plus de quelle marque, sur Paul Jot, qui avait eu un problème d'étanchéité ou je sais plus ce que c'était le problème, mais donc... Oui, tu peux avoir un problème sur ta montre, mais comme le site en soi est si bien établi et sérieux et on va dire solide, que on pourra te la changer, on pourra s'occuper de toi, quoi. Il avait renvoyé sa montre, mon collègue, en Allemagne, il me semble. Par rapport à un sombre vendeur qui est pas établi comme Paul Jot 24, là tu peux ne plus avoir de nouvelles du tout. Donc Paul Jot 24, moi je conseille, si vous avez une montre qui vous intéresse et qui est sur Paul Jot 24, allez-y, parce que c'est bien pricé et vous aurez un service après-vente s'il y a un problème. Donc voilà. Et parce que partout ailleurs, c'est quand même un peu la jungle sur ce type de montre. Ouais, tout à fait. Il peut y avoir des problèmes d'authenticité, tout ça. Donc, ça peut être une différence. Non. Puis moi, ce que j'aime bien sur les mouvements Paul Jot, c'est qu'il y a aussi tout ce qui est les montres à alarme, qui sont des très bons rapports qualité-prix. Si vous cherchez une montre à alarme, c'est pas mal. Vous pouvez trouver quelque chose qui soit sur un budget, alors qualité-prix, je sais pas, mais au moins sur un budget abordable, et pas mettre 10 000 euros dans une Polaris, quoi. Ouais, c'est sûr, une Memovox. Et d'ailleurs, on a peut-être quelque chose à dire là-dessus. Alors, si on parle de Paul Jot, donc ça, c'est... Ma montre au lieu de regarder. On a fait une vidéo, je sais plus si on l'a sortie. Non. On l'a pas sortie. T'en as parlé. On avait parlé, mais on a... C'est dans la liste des vidéos que tu dois faire. Ouais, c'est dans la liste des vidéos. Avec ses commodes et les montres de pilote. Et donc ça, là-dedans, il y a un mouvement Paul Jot. C'est une horloge de cockpit d'avion ou d'hélicoptère, puisque c'est ce qui se trouve dans les Antonov russes ou les MiG. Voilà. Tu veux nous faire écouter un petit peu? Ouais, j'adore écouter ça. Je voulais la mettre à la base sur mon bureau, sauf qu'on est en open space et je pense que ça aurait un peu gueulé. Trop de bruit, Alors on écoute. Ça va. Tu penses que ça fait trop de bruit dans un bureau? Si, quand même, quand il n'y a pas de bruit. Surtout que je l'avais mis dans une boîte qui résonne bien. Après, t'es dans un bureau où il n'y a pas d'ambiance. Oui, si tu l'as mis dans une boîte qui résonne en plus. Non, mais dessus, il y a plein de choses. Il y a double chrono. J'adore cet objet. Top. Ouais, sympa. Donc, Paul Jot, on recommande. Plus ou moins une minute par jour. Ouais. La précision, voilà. Non, c'est précis. C'est cosque. Très bien.
Et ben merci à tous d'être arrivés jusqu'au bout de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez commandé sur Polzot24, si vous avez répondu Mont Blanc Minerva plus rapidement que Meryl. Et voilà, messieurs. Et départagez-nous. Oui, aidez-nous là sur l'arène là, parce que là on a besoin d'aide. Merci messieurs. Merci. À la prochaine. À bientôt. Ciao. Ciao.